J'ai participé aux élections législatives de juin 2024. C'était une première pour moi. Ça illustre très bien le dicton « se jeter à l'eau et après t'essayes, bon an, mal an, de pas couler ». Je vais partager avec vous les différentes étapes à effectuer et les barrières à franchir pour pouvoir se présenter devant les électeurs d'une circonscription. Avant ça, je rappelle pour les plus jeunes que ces élections législatives ont pour but d'élire nos députés. Et un député, c'est quoi? C'est une personne envoyée par d'autres pour les représenter. Une forme de délégué de la classe, mais là la classe en l'occurrence, c'est un grand nombre de personnes regroupées sur un territoire donné qu'on appelle circonscription. En France, on compte 577 circonscriptions et par conséquent autant de députés. En moyenne, une circonscription regroupe un peu plus de 85 000 électeurs, cependant avec des grosses disparités. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a que 5 000 votants, quand dans la première circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe les États-Unis et le Canada, il y a presque 265 000 électeurs. Je rappelle les conditions pour pouvoir voter: avoir au moins 18 ans la veille du scrutin, être de nationalité française, sauf pour les élections municipales et européennes où les citoyens de l'UE peuvent, s'ils sont résidents français, peuvent voter. 3. Jouir de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas oublier d'être inscrit sur les listes électorales. À propos, il faut être inscrit au plus tard 6 semaines avant le scrutin et pour être plus précis, jusqu'au 6e vendredi précédant le premier tour. Alors bien sûr, en France, quand il y a une règle, il y a des exceptions. L'inscription est possible jusqu'à 10 jours avant la date de l'élection dans certains cas particuliers, comme par exemple un jeune qui atteindrait sa majorité entre la date de clôture et la date de l'élection, ou une récente naturalisation, ou encore un déménagement récent d'un agent public ou militaire. La mission principale des députés, c'est de voter des nouvelles lois, ou comme ça aurait été un peu plus ma vocation, d'essayer d'en abroger d'anciennes. Le tout dans un objectif commun d'organiser la vie de la nation et plus généralement le bien-être de la vie au sein de la communauté nationale. Revenons sur mon expérience de juin 2024. Je suis à l'étranger, je reçois un appel d'un ami qui m'apprend la dissolution de l'Assemblée nationale. On est le mardi 11 en fin d'après-midi, j'ai quasiment 48 heures de retard sur l'information et le président de la République a donné jusqu'à la fin de la semaine pour déposer les candidatures. Par conséquent, si je veux y participer, je dois me décider dans les heures qui suivent. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'avais une idée lointaine de me présenter aux élections législatives. Je pensais peut-être y aller en 2027, mais là, clairement, je suis pas prêt. J'ai pour ainsi dire rien de prêt. C'est pas le bon moment, je suis en création d'entreprise. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que c'est jamais le bon moment. La vie, c'est rempli d'opportunités qu'il faut savoir saisir ou parfois savoir laisser passer. L'élément déclencheur pour moi, ça a été le manque de délai entre la date de dépôt des candidatures et le premier tour de l'élection, soit 3 semaines. Ce qui a fait reculer beaucoup de gens. Moi, c'est ce qui m'a poussé à m'engager. On est sur une élection en 2024 qui a regroupé 4000 participants, quand les élections précédentes regroupaient entre 6 à 8000 candidats. Moi, j'ai appliqué le raisonnement suivant. 3 semaines, c'est extrêmement court. Les gens aujourd'hui partent en vacances 3 semaines, donc je peux me permettre de les perdre et de tenter l'aventure. Une fois la décision prise, la première mission, c'est de trouver un ou une suppléante. Alors, si la loi du 6 juin 2000 sur la parité homme-femme ne précise rien concernant les suppléants, en revanche, elle oblige les partis ou coalitions politiques présentant des candidats dans au moins 50 circonscriptions à avoir un nombre identique de candidats de chaque sexe avec une marge de tolérance de 2%. À titre personnel, j'aurais pu imaginer que dans une démocratie aboutie comme la nôtre, on privilégie la compétence et la motivation plutôt qu'un élément arbitraire et anatomique. Mais visiblement, on a encore du chemin à parcourir sur cette question. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Marie-Thérèse Collet qui a gentiment accepté le poste de suppléante. C'est vrai, plus par amitié que par conviction politique, mais sans quoi j'aurais pas pu me présenter et défendre mes idées. Mission numéro 2, trouver un mandataire financier. C'est quoi un mandataire financier? La première chose à savoir, c'est que c'est un poste à caractère obligatoire. Le candidat ne peut pas endosser la double casquette, il est obligé de désigner une tierce personne. Le mandataire financier a un rôle clé dans la campagne. Il est le seul habilité à gérer l'argent du candidat, recevoir les dons ou les prêts et effectuer les dépenses. C'est lui qui garantit en quelque sorte la transparence financière. Vient ensuite la prise de rendez-vous pour l'inscription en préfecture, qui se passe par internet et se fait plutôt bien, et la préparation d'une flopée de documents. L'attestation d'inscription à une liste électorale, l'extrait du casier judiciaire, le formulaire de déclaration de candidature, qui est pour ceux que ça intéresse le CERFA 16 110 02.
L'acceptation du remplaçant par lettre manuscrite. Il faut prendre son petit stylo et écrire. 5. La déclaration d'un mandataire financier ainsi que la lettre d'acceptation de la personne désignée. Et enfin, la déclaration de rattachement à un parti politique qui doit être complétée même si vous n'êtes pas concerné. Je pense ne rien avoir oublié. Alors merci ChatGTP, ça a permis de bien dégrossir le travail. Moi je me rappelle comme c'était le rush, j'ai préparé tous mes courriers dans la voiture pendant que j'attendais le passage aux frontières à la douane. Retour en France difficile, pas beaucoup de sommeil pour arriver dans les temps au rendez-vous de la préfecture. C'est elle qui détermine votre nuance politique, même quand vous êtes candidat sans étiquette, ce qui était mon cas. Elle se base alors sur votre parcours, vos déclarations, vos soutiens. Elle vous remet également le mémento du candidat et le guide du mandataire financier. Ces deux placards respectivement de 81 et 113 pages. Donc clairement, quand tu as fini de les lire, l'élection elle est passée. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la circulaire. Appelée également profession de foi, c'est le document qui vous est remis à la maison dans les boîtes aux lettres qui présente le candidat, ses idées, son programme. Moi, je l'ai faite en une après-midi, le texte, la mise en forme, toujours par manque de temps. La préfecture vous laisse la possibilité de soumettre votre circulaire avant de la remettre à la commission de propagande, de façon à vérifier que vous n'ayez pas mis des choses interdites, comme un drapeau de la France par exemple. C'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, ça vous évite de tout imprimer et que ce soit refusé le jour où vous allez remettre les documents à la commission de propagande. Alors, je reviens 2 minutes sur ce point. Oui, il y a bien une commission de propagande. Ça peut surprendre au début. On pourrait croire que l'Union soviétique n'est pas morte. En réalité, outre son rôle de contrôle et d'acceptation des documents, c'est elle également qui assure la gestion de l'envoi postal. Et pour ça, on peut la remercier parce que c'est une tâche qui serait difficilement supportable par les candidats. Il y a également une version FALC de la profession de foi à remettre de manière dématérialisée à la préfecture. Alors, FALC, ça veut dire quoi ? Facile à lire et à comprendre. En gros, c'est pour ceux qui comprennent rien à la circulaire, c'est marqué texto dans le mémento du candidat. Pour réaliser un document FALC, il convient de respecter 5 grandes règles de rédaction. Utiliser des mots simples et d'usage courant, faire des phrases courtes, associer au texte des visuels pertinents et signifiants pour soutenir la compréhension, clarifier et aérer la mise en page et la rendre facile à suivre à travers des typographies simples, exemple Arial, Tahoma, des lettres en minuscules, des contrastes de couleurs, résumer le texte au message essentiel. La circulaire, par définition, c'est déjà un résumé d'idées et de programmes. Là, on nous demande de resimplifier une version déjà simpliste. Franchement, ça fait peur de lire ça. Je me suis prêté au jeu, je l'ai faite, mais ça interpelle. Mission numéro 3, trouver un imprimeur. Lors d'une élection classique, préparée, anticipée, c'est certainement une tâche plus simple. Là, je me retrouve le dimanche 16 juin, 20h, et j'ai toujours pas d'imprimeur. Et je dois rendre 82 400 circulaires et autant de bulletins de vote pour le mardi 18 à 18h. Il reste moins de 2 jours. Autant vous dire que c'est tendu, c'est très tendu. J'ai passé la journée à donner des coups de téléphone, j'ai essayé de faire jouer mon réseau un maximum, et rien. Je trouve pas de solution. Tous les professionnels de la politique ont déjà, dès le départ, réservé leur imprimeur habituel avec qui ils ont collaboré lors des élections précédentes. Et c'est la même situation dans tout l'Hexagone. On ne fait pas face à un manque de volonté, mais il y a une réelle difficulté technique à produire autant de contenu en si peu de temps. Finalement, je suis sauvé par un élu local le lundi matin qui me trouve une solution in extremis et on arrive quand même à rendre les documents dans les temps. Petite précision concernant les bulletins de vote. J'en ai imprimé autant que le nombre d'inscrits, mais j'aurais pu en imprimer moins comme en imprimer le double. Cela dépend si vous voulez que les bulletins se retrouvent en mairie ou dans les enveloppes avec les circulaires. Moi personnellement, j'ai fait le choix d'envoyer tout en mairie. Je me suis dit que ça ferait un petit peu moins de gaspillage de papier. Par surcroît, je connais pas grand monde qui part de la maison avec son bulletin de vote déjà en poche. Mais attention, reste à la charge du candidat d'écrire à la commission de propagande pour faire part de son choix d'attribution des bulletins. Sans ça, c'est elle qui déterminera le pourcentage de bulletins qui ira en mairie et le pourcentage de bulletins qui sera envoyé dans les enveloppes. Et ça peut être potentiellement problématique, surtout si vous avez émis un nombre de bulletins assez faible. Mission numéro 4, ouvrir un compte bancaire. La principale difficulté, aussi bête que cela puisse paraître, réside dans le fait qu'une banque accepte de vous ouvrir un compte de campagne. Ce sont des établissements privés qui, par définition, n'ont de compte à rendre à personne et se gardent le droit de refuser.
La subtilité, c'est que nous, en tant que candidats, on est obligé d'ouvrir un compte de campagne. Et pour avoir essuyé quelques refus, je considère cela comme un frein démocratique. Cependant, j'ai eu la chance d'avoir un mandataire financier compétent qui s'est acquitté de cette tâche avec succès. Vient ensuite le plus important, la création de contenu sur les idées et le programme. Il y a une chose qu'il faut avoir bien conscience, pour la majeure partie des candidats, ce travail, il est réalisé par le parti. Eux, ils ont plus un rôle représentatif. Moi, en revanche, je me présente sans étiquette, donc j'ai tout à faire, tout à développer. Alors, bien sûr, quand on ambitionne de faire de la politique, on a des idées, mais il existe un fossé entre avoir des idées dans un coin de sa tête et les développer, les structurer sur papier. J'ai fourni un gros travail sur quelques jours pour développer une vingtaine de thématiques. Un ami m'a lancé un site internet en un temps record. Je me suis occupé des réseaux sociaux. À propos, soyez vigilants sur le phishing par Messenger. Vous recevez un tas de messages de soi-disant Facebook. C'est facile de s'y méprendre et vous pouvez vous retrouver avec votre compte bloqué. En parallèle, il faut répondre à des interviews écrites de journaux locaux. J'ai été sollicité également pour préparer un enregistrement audio pour une station de radio. En revanche, je n'ai pas organisé de réunion publique. C'est une décision plus subie que choisie. J'étais déjà sous l'eau par la multitude de tâches à réaliser. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. La dernière ligne droite, c'est le collage des affiches. Il y a un tirage au sort lors d'une soirée en préfecture pour déterminer votre numéro d'emplacement sur les panneaux d'affichage. Je vous ai remis également une liste avec tous les emplacements disponibles. Dans ma circonscription, il y en avait plus de 300. On les a tous faits. C'était un boulot titanesque. Je me rappelle être parti le premier jour à 2h du matin avec ma lampe frontale. J'ai des amis qui sont venus prêter main forte par la suite. Autrement, je n'aurais jamais réussi à tout coller. Autrement, vous pouvez faire appel à un prestataire de service. Ça coûte autour de 2,80 € pour une affiche collée. Et petite précision technique, il faut utiliser de la colle à papier peint. C'est très efficace et économique. Un conseil, bien vérifier votre BAT avant validation. Le BAT, c'est quoi? C'est le bon à tirer. C'est votre imprimeur qui vous l'envoie avant de lancer un tirage. Moi, en amateur total, j'ai préparé mon fichier sur Word en format A4 et l'impression des affiches se fait en format A1, grosso modo 60 cm par 85. Sur mon document, il manque des DPI, dots per inch, ou points par pouce en français. C'est ce qui va déterminer la qualité de l'image à l'impression. Bref, on est obligé de faire appel à un graphiste pour retravailler le document. Et quand je reçois le fameux BAT, je confonds vitesse et précipitation, je regarde sans regarder et je valide. Résultat des courses, il y avait des erreurs orthographiques. Et derrière, quand tu vas coller tes affiches, je t'assure que tu es content. Après, il n'y a pas mort d'homme. J'en ai pas tenu rigueur à la personne, c'est sûr que ça m'a pas fait gagner des voix, mais dans la vie c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres que de chercher ses propres erreurs. Moi je me suis considéré comme responsable dans le sens où j'avais validé le BAT. On n'a pas parlé d'argent encore. Une campagne pour les législatives, ça se finance. Le minimum syndical, c'est-à-dire l'impression des circulaires, des bulletins de vote, des affiches, la colle, le matériel annexe, le carburant, on avoisine les 5 000 €. Et outre l'aspect financier, c'est une élection qui demande des ressources humaines. Seul, je n'aurais rien pu faire. J'ai 6 personnes qui ont participé de loin ou de près à la campagne, plus des jeunes qui sont venus en renfort pour le collage d'affiches. Je leur exprime à tous ma gratitude, ils se reconnaîtront. Avant de vous donner mon score, ce qui suscite probablement le plus de curiosité, je vais vous parler des actions à mener post-élection pour les candidats ayant recueilli plus de 1% des suffrages ou ayant des dépenses ou des recettes supérieures à 4 000 €, ce qui veut dire quasiment tout le monde. Vous êtes dans l'obligation de présenter un compte de campagne validé par un expert comptable à la CNCCFP, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et ce avant 18 h le 10e vendredi suivant le premier tour. Bref, en gros, vous avez 2 mois après le premier tour. Moi, j'ai pas suivi à la lettre leurs prérogatives, ce qui m'a valu de recevoir une lettre du Conseil constitutionnel le 27 juin 2025, dans laquelle je suis condamné à 1 an d'inéligibilité à compter de la date de réception du courrier. On en vient maintenant à mon score. Bien qu'il fût constitué exclusivement de chiffre 1, je suis arrivé loin de la première place. J'ai fait 1% 11. Oh la vache, mais c'est nul! Vous allez dire tout ça pour ça, c'est une première élection,
je suis pas connu, j'arrive sans parti politique, il n'y a que 3 semaines de campagne, par conséquent, faut relativiser. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement les plus de 500 personnes qui m'ont fait confiance et qui ont pris le risque de voter pour moi au premier tour, tellement le pari était audacieux et mes chances d'atteindre un score qualificatif minime. Et puis de toute aventure, toute expérience, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. J'ai pu voir dans ma circonscription comment un jeune parachuté par le RN qui probablement ne savait même pas le nom du chef-lieu du département avant son investiture, arrive à faire 48% des voix au premier tour. J'ai pu observer également le score du député sortant, qui a changé autant de chemises que de parti politique, qui fait quand même 34% au premier tour et une remontada extraordinaire au deuxième tour. Il perd avec 49,5% des voix, ça s'est joué à rien. S'il y a une leçon fondamentale à retenir, c'est que pour être élu, il n'y a que 2 options. La première, c'est d'avoir l'étiquette qui va bien. Aujourd'hui, c'est le RN, demain, ça peut être autre chose. Soit être connu. Moi, j'ai pris l'option numéro 2. C'est l'objet de cette chaîne YouTube, me faire connaître et à travers moi mes idées.